deuxième partie, manger sans savoir, c'est quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas non plus croire que le mangeur, nous, on va de manière totalement rationnelle choisir notre nourriture, surveiller notre régime et suivre les consignes que les autorités publiques donnent. Manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Enfin, vous connaissez ces campagnes. Bon, ça ne marche pas comme ça, en fait. Et il fallait passer par cette analyse pour aussi relativiser le libre arbitre du mangeur. J'ai mis cette phrase de Lévi-Strauss que j'aime bien. Hein. Il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Mais bon, c'est pas évident de penser l'alimentation. Donc dans le livre, je vais passer vite, on a fait toute une partie pour un peu épistémologique, c'est-à-dire comment finalement les chercheurs des sciences humaines ont réfléchi à l'alimentation. Et on se rend compte que d'abord c'est une science, si on peut dire ça comme ça, assez récente, puisque ça date grosso modo des années 1930, et que ces sciences-là sont marquées par des conflits, des controverses entre différents courants. Je les ai listés. Bon, il y a le courant fonctionnaliste qui réduit tout finalement à l'utilité de la nourriture. Le courant structuraliste, bon, qui est évidemment avec Lévi-Strauss, que vous connaissez peut-être, bon, qui a théorisé le triangle alimentaire, le triangle culinaire avec le cru, le cuit et le bouilli. Et qui a essayé d'expliquer la structure des sociétés primitives à partir de cette répartition, de cet usage du triangle, de son triangle alimentaire dans la transformation des aliments. Le courant culturaliste, évidemment, qui donne plus d'importance au contexte, à l'identité. Un courant marxiste aussi, qui a été très fort dans les années d'après-guerre. Et puis un courant plus récent, socio-écologique, qui s'attache à analyser les habitudes alimentaires quotidiennes par des enquêtes. Les Allemands, d'ailleurs, en particulier, sont très en avance dans ce domaine. Et ça donne des résultats assez intéressants sur voilà, comment est-ce que dans notre quotidien, on gère notre alimentation et on arrive comme ça à faire à déterminer plusieurs caractéristiques de mangeurs. Et on se rend compte, j'en parlais tout à l'heure, que la moitié des mangeurs, en fait, mangent par nécessité. C'est-à-dire qu'ils n'accordent aucune importance à ce qu'ils vont cuisiner ou à ce qu'ils vont manger, si c'est des produits préparés. Ce qu'on appelle l'aliénation silencieuse du quotidien, et qui est sans doute la manière la plus courante, finalement, de ne pas faire attention à la nourriture. La dernière partie, c'est manger sans aménager. Alors ça, c'est la ville qui mange au sens propre, c'est-à-dire la ville en tant qu'espace urbain qui mange les territoires périphériques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On en a aussi parlé avec Nelly Niwa plusieurs fois dans ce cycle de conférences. Bon, sauf peut-être pour insister, j'aime beaucoup ce poème de Émile Verhaeren, qui est un poète belge. C'est un quatrain, et la dernière phrase du quatrain, c'est « La plaine est morne et morte, et la ville la mange ». Donc ça veut dire aussi que la ville mange la campagne, parce que la campagne se laisse manger, parce que la campagne est morte et morne. Et ça nous renvoie à ce qu'on disait au début sur l'agriculture. Le mode d'agriculture actuel, il n'est pas très... En termes de paysage, de construction de paysage, il est pas très, très sexy, quoi, hein. Ces grandes surfaces en monoculture, la destruction des haies, du bocage, voilà, finalement ça prépare la digestion par la ville de ces terres agricoles. Bon, la fin du couple ville-campagne, l'abolition des frontières, etc. Je passe vite là-dessus. Peut-être un chiffre, hein, en tout cas pour la France, tous les 7 ans, un département donc, de terres agricoles disparaît, ce qui montre la cadence, hein, de l'urbanisation. Les 3 leviers de la ville qui mange, et ça fera la transition avec mes amis, la restauration collective, Isabelle va en parler tout de suite. La logistique, ça c'est un élément important, et Maurizio, avec Risteco, et avec tout ce travail d'entreprise aussi, avec les entreprises privées, pourra en dire un mot. Et la gouvernance alimentaire comme nouvelle compétence institutionnelle, ça je pense que c'est un peu le message
que le livre essaye de donner, le message, s'il fallait en retenir un, c'est que les villes revendiquent, se professionnalisent, aient des idées innovantes pour faire de l'alimentation une dimension à part entière de leur politique publique.